Eh bien, je vais maintenant inviter Philippe Biwix à me rejoindre ici sur la scène afin de parler de ce défi auquel nous allons devoir faire face. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce défi? Eh bien, on va le voir ensemble. Oui, un petit micro. Alors, je vais vous présenter Philippe pendant ce temps. Philippe, il est ingénieur centralien, auteur d'essais sur des questions environnementales. Il est spécialiste aussi de l'épuisement des ressources minérales et promoteur du low-tech. On va voir ce que c'est le low-tech dans un instant. Il est membre aussi du conseil d'administration de l'Institut Momentum. Et en décembre 2019, il a été nommé directeur général adjoint de l'AREP. C'est une filiale de la SNCF. Voilà, est-ce que c'est bon là, ça marche? 2-1-2, ouais, ça marche. Est-ce que la présentation est fidèle? Presque. En fait, je suis directeur général. J'ai été promu dans la plus stricte intimité. Ah oui, d'accord. Quelques mois après mon arrivée chez AREP. Merci. Okay. Et donc, juste pour préciser, AREP, c'est la première agence d'architecture de France. On fait aussi de l'ingénierie, de l'urbanisme, des expertises diverses et variées dans le domaine environnemental. Enfin, si vous avez un bâtiment écolo à construire, un parvis à refaire, je sais pas quoi, vous pouvez m'appeler. Comme je suis en service commandé et sur mes heures de travail, il faut que je fasse un peu de pub aussi pour AREP. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par low-tech? Ouh là là, mais ça c'était pas la question interdite, on n'avait pas dit. Ça nous embarque pour 1 heure en fait. Okay. Low-tech, on va en reparler, mais voilà, c'est un peu un pied de nez au high-tech. Et en fait, on peut parler en français de technologie sobre, résiliente, durable, voilà, et qui permettrait d'éviter les écueils de la dérive des high-tech et du solutionnisme technologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu travailles sur la question des ressources depuis un certain temps maintenant. Et on arrive à une époque où il y a des tensions qui sont inédites. On a pu le voir déjà avec la crise de la Covid où les ressources sont devenues extrêmement rares et chères aussi. On a eu des problèmes avec les matières premières. Là, c'est carrément dans notre réservoir d'essence qu'on s'en rend compte. Ça prend des proportions, enfin je ris, mais c'est pas forcément très drôle. Et puis sans compter les répercussions aussi sur les êtres humains. Alors quel est ton regard à toi sur cette situation? Oui, alors évidemment c'est difficile de ne pas dire un mot sur l'Ukraine avec tout le sérieux et la solidarité nécessaire. Donc évidemment, oui, il y a cette question du pétrole et du gaz russe. En fait, la Russie, c'est pas seulement un énorme producteur de gaz et de pétrole, c'est aussi un producteur de matières premières. Donc ça est par exemple le titane pour l'aéronautique, ça va être le nickel. C'est un gros producteur de platine aussi, c'est même l'unique producteur de platine, de platinoïdes, de palladium, de rhodium avec l'Afrique du Sud. Ce sont quasiment les 2 seuls pays producteurs. Donc voilà, la question des répliques potentielles de la crise en cours est encore très, très inconnue. Alors, c'est vrai que ça fait depuis 2 ans, là, on s'habitue maintenant à prendre une grosse claque tous les 2 ans et à être dans un moment de sidération. Mars 2020, mars 2022, bon, ça commence à faire beaucoup. On ne sait pas trop ce qu'on aura pour mars 2024. Bon, je pense qu'il faut faire attention sur la question. Effectivement, on a vécu beaucoup de pénuries industrielles, mais il ne faut pas forcément les prendre comme un signal faible de la grande pénurie qui vient, de la grande pénurie des ressources. Essentiellement, en fait, on est sur par exemple, si on prend l'exemple des semi-conducteurs, donc la microélectronique qui a un peu bloqué les chaînes de voitures, etc. Avec, vous savez, tout le monde connaît maintenant TSMC, cette société taïwanaise qui produit des semi-conducteurs avec des niveaux de gravure très, 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 très petits. On n'est pas sur une pénurie de silicium, quoi. C'est pas ça le sujet. On est sur une difficulté d'organisation industrielle. Alors c'est parce qu'il y a eu des perturbations avec la Covid, parce que on est sur des usines de plus en plus chères, de plus en plus complexes, donc il y a une réduction du nombre d'acteurs, parce que finalement investir sur des usines de plusieurs milliards de dollars, mais il y a de moins en moins de monde qui sait le faire, donc il y a des questions comme ça. On peut être surpris par le rebond de la croissance aussi, ça peut être le cas sur l'acier par exemple. Voilà, donc tout ce qui est pièces de vélo, pièces mécaniques, pièces électroniques, pièces électriques, tout ça, on est plutôt sur de la désorganisation quelque part post-Covid que sur des signaux de pénurie réelle.
Et puis quand on tombe sur les matières premières directement, je sais pas, je pense au blé par exemple, choses comme ça, là on a aussi des composantes financières, plus de type un peu spéculation aussi potentiellement, qui fait que c'est très difficile de dire ah oui tiens le prix monte, c'est parce que la pénurie est en train de venir. Non, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe. Alors cela dit, ce que ça nous a appris, c'est la question de la résilience, qui était un mot qui était déjà un peu à la mode, notamment dans les territoires avant la crise sanitaire. Alors maintenant, elle est mise à toutes les sauces, mais c'est bien cette question de la fragilité ou pas potentielle liée à cette économie du juste à temps, cette économie très mondialisée, cette économie très extractive, effectivement aussi de ressources, qui fait que du coup, à l'autre bout du monde, peut-être, il y a eu une grève dans une mine et puis ça va peut-être comme ça impacter toute la chaîne. Bon. Alors, si je généralise un peu, le débat sur les ressources, il date pas d'hier. Donc c'est vrai qu'il a plutôt tendance à monter en puissance ces derniers temps, mais il a été beaucoup plus puissant dans le passé. On a tendance à l'oublier parce que voilà, les générations se succèdent. Je voulais rendre un petit hommage à Denis Meadows et Donella Meadows et toute l'équipe du rapport au Club de Rome. Vous savez que la semaine dernière, on fêtait les 50 ans de ce rapport au Club de Rome, Limits to Growth, la limite de la croissance. Donc, où avec Jeff Forrester, la dynamique des systèmes, ils avaient programmé des ordinateurs du MIT, en gros, pour essayer de modéliser le système Terre, justement, avec cette question des ressources et de la pollution engendrée au bout de la chaîne. Et ils avaient conclu finalement par une espèce de tautologie un peu, parce que ça avait fait dire à Solzhenitsyn d'ailleurs une très belle phrase que je vais essayer de vous retrouver, mais en fait voilà que finalement le système Terre, qui est un système limité, eh bien à un moment la croissance peut pas monter jusqu'au ciel et que forcément on va heurter une sorte de plafond et donc les courbes finissent par redescendre. Solzhenitsyn avait dit il a fallu qu'on attende des savants américains d'avant-garde pour nous démontrer ce que n'importe quel grand-père au fin fond de l'Ukraine ou de la Russie, vous savez que Solzhenitsyn était à moitié ukrainien, ce que n'importe quel grand-père donc sait, c'est qu'une douzaine de vers peuvent pas ronger éternellement le même fruit. Voilà. Donc, voilà. Bon. Donc les limites planétaires, voilà, on est dans ces limites planétaires. En fait, ce débat, ça a été le point d'orgue en fait, d'un débat qui a démarré dès les années 50, dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui se réclamaient de Malthus, des néo-malthusiens. Enfin, ils le prenaient pas comme un truc péjoratif. Ils disaient qu'en fait, la conjonction de la croissance démographique très forte dans ces décennies-là, évidemment, avec la croissance de la consommation per personne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec cette croissance incroyable des milliards de tonnes de ressources, que ça allait nous amener à des grandes pénuries, des grandes famines, etc. dans les années 80. En fait, ça s'est pas passé, de fait, mais très vite, en fait, en face de ces néo-malthusiens, il y a eu ce qu'on a appelé les cornucopiens, de cornucopiae, la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance par le progrès technologique, c'est-à-dire qu'on a toujours su et réussi à repousser la pénurie parce que finalement on a substitué des matières par d'autres, etc. Et donc ces cornucopiens qui étaient alors futurologues, qui étaient économistes, etc. Eh bien voilà, ils disaient mais non, vous faites une erreur et il y a pas de, vous négligez comme Malthus avait négligé le progrès technologique dans l'agriculture. Eh bien vous êtes en train de négliger le progrès technologique. Et donc ce débat, il a traversé les années 50, 60, 70 jusqu'au rapport Meadows qui a été extrêmement critiqué par beaucoup de monde, dont un monsieur qui était appelé un brillant avenir, s'appelle William Nordhaus, qui était économiste à Yale et qui lui avait pondu un papier, un long papier qui expliquait qu'en fait on pouvait faire une croissance infinie dans un monde fini et qu'on allait le faire grâce à la backstop technology. Il appelait ça backstop technology, donc ça veut dire, on va dire technologie qui tue un peu, super technologie, le truc vraiment yes quoi. C'est qui est mortel quoi. Ouais, et alors en fait c'était quoi ? C'était quelque chose qui allait produire une énergie infinie qui était totalement propre et qui puisait dans des réserves infinies. C'est pas mal comme techno, c'est un truc qu'on a envie d'avoir. Alors, et en introduisant cette backstop technologie dans les équations économiques, il démontrait qu'en fait la croissance infinie était possible et que donc l'équipe Meadows s'était trompée. Alors on peut un peu rigoler, mais se moquer un peu. En fait, il ne faut pas trop se moquer parce qu'il a eu le prix dit Nobel d'économie en 2018, ce monsieur William Nordhaus, pour des travaux ultérieurs sur la finance verte, sur la finance carbone. Bon, mais enfin, il est toujours un peu dans le même système quand même de cette croissance verte possible. Bon, et puis, il ne faut pas trop se moquer parce qu'en fait, dans les années 70, c'était quoi cette technologie qui tue ? Tout le monde pensait à la fusion nucléaire, bien sûr, qu'elle allait être totalement propre, qui allait puiser dans une énergie infinie, qui était quelque part le deutérium de l'eau de mer. Et puis...
et qu'elle est totalement propre. Alors en fait, la fusion, c'est pas totalement propre, mais peu importe. Bon, alors voilà, aujourd'hui, on en est un peu au même endroit. Et en fait, le débat, il a disparu dans les années 80, 90. C'était un peu la fin de l'histoire. Les États-Unis, l'URSS ont remis sur le marché leur stock stratégique de métaux qu'ils avaient prévu pour la Troisième Guerre mondiale. Ça a fait baisser toutes les matières premières qui sont restées très très basses pendant très longtemps. Et dans les années 90, vous n'aviez pas un projet de pétrole, d'exploration ou de production de pétrole qui sortait si c'était à plus de $9 quoi, de production. Quoi, oui. Donc aujourd'hui, vous mesurez la différence. Et donc voilà, le débat il réémerge aujourd'hui, voilà, à cause des tensions, à cause des prix qui montent. Il réémerge depuis le début des années 2000, en fait, notamment avec la croissance très forte, bien sûr, tirée notamment par la Chine et par l'Inde. Et du coup, ce débat réémerge un petit peu. Il est tout à fait d'actualité. Il y a par exemple Jeff Bezos. Jeff Bezos, ça va ? Vous voyez qui c'est ? C'est bon ? Je pose la question parce que je suis à Caen, quoi. Donc, non, je blague. Hein, non, mais je fais pas mon parisien. Je suis pas parisien. C'est une pure plaisanterie. Voilà. Donc Jeff Bezos, en fait, il y a une vidéo assez incroyable. Vous savez, c'est le gars qui nous dit qu'on va aller mettre toutes les industries polluantes dans l'espace, et comme ça sur Terre en fait on va être bien sympa avec des trucs pas pollués. Alors il n'a pas dû visiter de raffinerie encore, mais parce que je ne vois pas comment on va envoyer une raffinerie ou un haut fourneau dans l'espace, mais enfin bon bref. En tout cas, il est très 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 fort. Et donc lui, en fait, il dit exactement ce que disait l'équipe Midos, c'est-à-dire cette croissance, en fait, cette exponentielle. Vous savez, maintenant, on connaît tous l'exponentielle, hein, la puissance de l'exponentielle. Hein, c'est quand on double le nombre de malades tous les 5 jours, hein, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, tout va bien. On n'a que multiplié par 2, 4, 8, 16. Et puis après, au bout d'un mois et demi, on est tous confinés. Hein, c'est le principe de l'exponentielle. Et donc, Bezos, il dit ça, en fait, il dit, mais en fait, on a un problème parce que aujourd'hui, l'humanité consomme à peu près l'équivalent des panneaux solaires du Nevada. Alors lui, il est américain, je n'ai pas fait l'équivalent, ce que ça fait pour nous, enfin bon, vrai. Et puis il dit, si on continue à faire 2-3% de croissance par an, c'est ce qu'on fait en termes de consommation énergétique, eh bien, dans quelques siècles, il faudrait qu'on couvre l'intégralité de la planète de panneaux solaires. Hein. Donc il dit, en fait, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la stase, la décroissance, le rationnement. Hein, il dit ça comme ça. Puis où est-ce qu'on veut continuer à être dynamique et à aller et à faire de la croissance ? Alors évidemment, ça se passe chez Jeff Bezos, hein, le truc. Donc tout le monde dit ouais, le dynamisme, la croissance hein, dans la salle. Et en fait, il dit, du coup, en fait, on a une chance, c'est que par rapport à ce que disait Midos et tout, en fait, on va aller dans l'espace. En fait, parce que là, évidemment, la Terre est limitée, mais on a l'espace, on va aller récupérer des astéroïdes, on va aller sur la Lune, on va tout ça. Bon. Et en fait, voilà, du coup, lui, il déduit ça, mais en fait, en réalité, il y a un petit côté ridicule, parce que si vous continuez l'exponentielle, en fait, en réalité, au bout de, non pas quelques siècles, mais au bout d'un millénaire, donc on va dire en 3000 ou 3500, selon que vous prenez 2 ou 3% de croissance par an, il vous faut la puissance de l'étoile solaire en termes de consommation énergétique. D'accord ? Donc c'est quand même très très fort, une exponentielle, ça part très 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 vite. Et en fait, ça double tous les 25 ou tous les 37 ans, hein, si vous êtes à 2% ou 3% de croissance par an. Donc, du coup, après, en plus, 37 ans plus tard, il vous faut une deuxième étoile. Donc, il faut aller très très vite sur Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière, donc c'est jouable. Hein, mais il faut quand même... Et 37 ans plus tard, il vous faut 4 étoiles. D'accord ? Et 37 ans plus tard, il vous faut 8 étoiles. Et en fait, du coup, quand vous faites le calcul, eh bien, en fait, il faut conquérir la galaxie à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Sinon, vous n'arrivez pas à maintenir une croissance de 2%. D'accord ? C'est quand même un truc un peu incroyable, hein, mais c'est ça les courbes exponentielles. Bon, bref. Alors, on revient sur Terre et puis on revient au millénaire, au siècle, au 21e siècle. Donc, en disant, mais finalement, alors, est-ce qu'on va avoir une contrainte sur les réserves ou pas ? Et là, il faut revenir à la notion de ce qu'est en fait une réserve. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est très, très normalisé. Parce que les entreprises, par exemple, de son côté, elles doivent déclarer leurs réserves de pétrole, de gaz, de cuivre, que sais-je. Donc, une réserve, c'est quelque chose qu'on a identifié géologiquement, qu'on peut extraire à technologie et à prix actuel. Donc il y a 3 composantes en fait à ça, et c'est pour ça qu'en fait les réserves on arrive à repousser effectivement. C'est pour ça qu'il y a 50 ans il y avait 50 ans de pétrole et aujourd'hui il y a toujours 50 ans de pétrole. C'est parce que on a découvert des trucs en plus. Bon, on commence à bien connaître la planète, mais c'est toujours possible. Hein. Donc on a été chercher du pétrole offshore, on a été récupérer des trucs non conventionnels de gaz, que sais-je. La technologie a évolué. Donc là c'est vrai qu'il y a le progrès technologique qui permet de faire des choses. Aujourd'hui on peut aller attaquer des minerais qui sont bien moins riches, bien moins concentrés que dans le passé. Donc ça ouvre des possibilités de réserves très importantes. Et puis il y a le prix. Hein, c'est-à-dire que mécaniquement, si le prix augmente, eh bien les réserves augmentent.
Donc, ce qui fait que vous entendrez jamais un géologue vous dire qu'on va avoir un problème de ressources. C'est pas possible, c'est pas son métier, c'est pas sa formation. Lui, il va dire éventuellement, oui, il peut y avoir un problème de décalage entre le moment où il y a un besoin et le moment où je vais être capable de vous le fournir. C'est-à-dire que parce que c'est des projets qui coûtent des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars parfois, qui sont sur une dizaine d'années. Et donc, entre le moment où il y a une explosion d'indium, parce que tout le monde découvre les écrans plats et que c'est la Coupe de foot 1998, et puis le moment où on peut effectivement plus extraire, etc., il peut se passer un peu de temps. Donc, il peut y avoir des phénomènes comme ça de prix qui montent et qui redescendent. Mais le géologue vous dira, il n'y a pas de problème, il y a sur notre planète, il y en a plein de choses. L'économiste ne vous dira pas non plus qu'on va avoir un problème. Parce que l'économiste, il va dire, il y a l'offre et la demande, c'est fait pour ça. Hein. Donc si jamais il y a une tension sur l'offre, eh bien en fait, les industriels vont substituer, vont faire comme ils ont toujours fait, on va trouver d'autres solutions, on va innover. Et en plus, on va même pouvoir faire autre chose, c'est que quand le prix va monter, ça va permettre de faire du recyclage de manière plus économique et rentable. Donc du coup, on va en plus réinjecter des choses dans le cycle, quoi. Ouais, mais ça pose quand même un souci, c'est-à-dire que très bien, progrès technologique, mais on va aller puiser toujours plus dans les ressources, dans les minerais, et ça c'est pas neutre pour la planète. Jusqu'où on peut aller? Oui, alors c'est là que c'est pas neutre, c'est que le géologue, l'ingénieur, voilà, ils font pas des omelettes sans casser des œufs, hein, donc nous on leur dit d'aller chercher, ils vont chercher, mais il y a effectivement un impact environnemental, qui se voit, qui est réel. Hein. Alors, d'abord, on va aller chercher des minerais de moins en moins riches, hein, avec une teneur de plus en plus faible, et on va les chercher potentiellement de plus en plus profondément, puisque évidemment nos ancêtres n'étaient pas stupides, on a tapé dans le stock qui était le plus accessible, le plus disponible, le plus évident à récupérer, celui où quand je donne un coup de tractopelle, je récupère la quantité de métal la plus importante, et puis on va descendre comme ça en teneur ou en profondeur. Et au fur et à mesure qu'on va faire ça, on va consommer plus d'énergie fossile, parce qu'évidemment, ces gros camions qui ramassent des trucs au fond de trous de 2 km de profondeur et qui font 300 tonnes de charge utile, ça va pas être des camions avec des petites batteries lithium sympa électriques alimentées par des éoliennes, quoi. Ça marche pas tout à fait comme ça. Donc du coup, voilà, il y a besoin d'énergie fossile et effectivement, il y a ce risque en fait que pour aller chercher des ressources de plus en plus difficiles à extraire, on consomme de plus en plus d'énergie. Réciproquement, c'est là que c'est un petit peu malheureux. Eh bien, pour exploiter les énergies, et notamment les énergies renouvelables, elles sont dispo, évidemment, hein, mais pour les capter, pour les convertir, pour les transporter, pour les stocker, pour les utiliser, eh bien, on va consommer de plus en plus de matières premières. Alors ça, c'était quelque chose que personne disait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment à l'agenda de toutes les grandes agences internationales, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie, l'ADEME, la Commission européenne, tout le monde. J'ai mis l'ADEME au milieu de trucs très très prestigieux, vous avez vu. Je sais être voilà, marketing, gentil. Voilà, donc pas de problème. Non mais donc voilà, il va y avoir un gigantesque besoin d'extraction de ressources pour nourrir le passage aux énergies renouvelables et l'électrification l'électrification de la mobilité, mobilité au sens large, hein, pas forcément juste les voitures. Donc ça, c'est vraiment, quand vous lisez les rapports, ça fait un petit peu peur, hein, parce que alors, ça dépendra un peu des types de technologies, ça dépendra évidemment des mix énergétiques qu'on va prendre, ça dépendra éventuellement des niveaux d'exigence qu'on peut avoir, par exemple sur les questions de stockage. Est-ce qu'on accepte à un moment de dégrader ou pas le système, et donc est-ce que je stocke en 2050 l'équivalent d'une semaine pour la moitié de ma puissance électrique, parce qu'il peut y avoir pendant une semaine pas de vent, ou est-ce que j'accepte de dégrader un peu le système et de dire tiens, on va mettre un anorak au bout de 3 jours et puis on livrera surtout les hôpitaux et les transports, et puis chez vous chaufferez un peu moins. Donc il y a des questions qui vont se poser comme ça, mais globalement, il peut y avoir une multiplication, hein, par 5, 10, 15, 20, 30 parfois, en fonction des métaux, des besoins d'extraction annuels par rapport à aujourd'hui. C'est un truc quand même assez impressionnant. Alors, on a déjà fait des choses comme ça. Hein. Le cobalt, par exemple, qui est utilisé à la cathode de toutes les petites batteries, donc de l'électronique, de nos objets, enfin pas que, mais bon, ça sert aussi dans plein d'alliages un peu spéciaux et tout ça. Mais globalement, on est on doit être 120 000, 130 000 tonnes, 140 000 tonnes aujourd'hui d'extraction annuelle.
il y a 25 ans, 30 ans, on était à 20 000, quoi. Donc on a multiplié par 6, littéralement, déjà, la consommation qu'on extrait. Donc on sait le faire, sauf que ça se fait avec une empreinte environnementale. Et évidemment, donc, est-ce que du coup, est-ce que c'est possible? On entend souvent la question de dire, mais alors est-ce qu'on va avoir assez de lithium, de cobalt pour faire toutes les voitures du monde en électrique, par exemple? Ça, c'est une question qui est difficile parce que du coup, il y a une incertitude du côté de l'offre. On a vu que qu'est-ce que c'est qu'une réserve minière? Ça dépend. Ça dépend à quel prix on est prêt à le payer. Ça dépend quelles contraintes environnementales on est prêt à mettre à tel ou tel endroit. Mais du côté de la demande, c'est une vraie question aussi. Parce que finalement, ces voitures, c'est quoi ces voitures électriques? Est-ce que ce sont des voitures qui font 800 kg et qui ont 150 km d'autonomie de batterie? Ou est-ce que ce sont des voitures qui font 2 tonnes et qui ont 800 km d'autonomie de batterie? Et si je fais simple en disant que la voiture elle est 3 fois plus lourde et puis qu'elle fait 5 fois plus de kilomètres, ça veut dire que j'ai dans un cas besoin de 15 fois plus de batterie que dans l'autre cas, donc 15 fois plus de lithium, de cobalt, de nickel ou d'autres choses. Mais lithium, c'est dur de s'en passer. Cobalt et nickel, faut voir. Mais donc voilà. Donc du coup, un rapport, un facteur 10, un ordre de grandeur en fait d'incertitude qui fait que c'est un petit peu idiot ou difficile de se projeter à 2050 là-dessus. Donc voilà, il y a cet aspect fondamental du lien entre énergie et ressources qui sont totalement indissociables. Et puis il y a évidemment le levier du recyclage qui est très intéressant, très important, puisque si aujourd'hui je prends un métal qui est avec un taux de recyclage de 50%, on va dire, donc je consomme 50 par exemple, 50 de recyclage, 50 extraits. Si je passais à 90% de recyclage, j'ai plus besoin que 10, donc j'ai quelque part multiplié par 5 la visibilité sur mes réserves. Et si je montais à 99%, je multiplierais même par 50 mes réserves. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors le recyclage, t'en parles, et en même temps, dans tes livres, tes articles, tu te montres plutôt sceptique par rapport au recyclage. Alors sceptique, oui, ou sceptique ou réaliste, c'est-à-dire que d'abord, le recyclage à 100% n'existe pas. On est tous, faut juste bien en être conscient. Ça, c'est le principe on va dire, de la thermodynamique. Le second principe de la thermodynamique, l'entropie qui augmente toujours un peu. On en perd toujours un peu. Alors même quand on recycle la ressource, on la prend, on la refond. C'est ce qu'on appelle une perte au feu. Donc c'est pas perdu. On revient à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais en gros, c'est perdu dans des effluents gazeux. Ça se sublime, ça se vaporise, etc. Donc c'est jamais 100%. Bon, on pourrait essayer d'aller quand même, évidemment, se rapprocher de 99 ou 99,9%. Bon, mais en réalité, il y a bien d'autres phénomènes qui fait qu'on est très loin aujourd'hui de ce recyclage parfait. Le premier, c'est les usages dispersifs, dissipatifs. Donc, si je prends un pneu de voiture, je peux pas faire du recyclage parfait avec un pneu de voiture parce qu'il s'use, simplement. Vous savez que un tiers des microplastiques primaires qui arrivent dans les océans, c'est l'usure des pneus de voiture et de la peinture sur les routes. D'accord ? Donc plus vous avez des pneus larges en fait, et plus vous polluez les océans. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est bon, on va repartir. Même si la voiture, même avec si on une charge de culpabilité. Là avec moi forcément. même si la voiture était totalement propre à construire, etc., ce qui n'est pas le cas évidemment, parce qu'il y a toutes ces matières premières, même si elle avait une énergie absolument propre, etc., rien que les pneus, on va continuer à polluer les océans. Donc c'est quand même bon. Ouais. On va tous faire du vélo. Voilà. Donc du coup, donc on a toute une série d'usages autour de nous qui sont des usages qui sont par nature pas recyclables. Les lessives, le dentifrice, la peinture, c'est des choses qu'on va pas pouvoir recycler. Donc ça c'est quelque chose qui peut, dans un certain nombre de cas, le titane dont on parlait tout à l'heure sur la Russie. Le titane c'est un métal de l'aéronautique avec un point de fusion très élevé. C'est vraiment c'est un truc qui est cher et tout, donc ça se recycle plutôt bien. Sauf que 95% du titane c'est le colorant blanc universel qu'on trouve dans le papier, dans les crèmes solaires, dans plein de choses différentes. Dans les peintures, bien sûr, dans les tissus et autres. Et donc ça, par définition, 95% de la ressource, on va pas la récupérer, quoi. Donc ça, c'est un peu extrême pour le titane, mais il y a plein de métaux, par exemple, plein de ressources qui sont à 10, 15, 20, 30%, comme ça, servent à faire plein de couleurs chatoyantes, tout à fait sympathiques, par exemple. Alors le deuxième sujet qui est plus embêtant encore que la partie dispersive, en disant qu'on va effectivement récupérer des ressources, des objets pour en récupérer les ressources, c'est le fait que c'est très difficile en réalité de recycler correctement ces ressources. Donc il y a le cas bien sympathique du câble de cuivre qui va redevenir un câble de cuivre, pas de problème, mais la plupart des métaux, on les utilise sous forme mélangée.
sous forme d'alliage. Donc il y a, 3000 alliages au nickel, par exemple, différents. Et quand on arrive en fin de vie, évidemment, il n'y a pas 3000 poubelles pour tout stocker ces 3000 alliages différents. Donc tout ça va partir dans un truc qu'on appelle la filière acier-inox. Et on va mettre tout ça dans un gros four. Et la diversité, en fait, de tous ces métaux, en fait, elle va se retrouver finalement dans un acier qui sera d'ailleurs souvent un acier d'un peu plus bas de gamme. Et donc, on va perdre comme ça des ressources. Alors, je sais pas, vous prenez une voiture, par exemple, comment est-ce qu'on recycle une voiture en fin de vie? On enlève les pneus, on enlève les sièges, on enlève la batterie parce qu'elle contient du plomb, on fait un truc à part. Et ensuite, direction le broyeur, puis le four électrique. Voilà. Et donc, les quelques kilomètres de câbles de cuivre, pour ne prendre que cet exemple-là, de câbles qui contiennent différents petits trucs, les petits moteurs, etc. Eh bien, en fait, ils vont être noyés quelque part dans un acier qui va ensuite terminer comme ferraillage à béton, quoi. Donc, il y a une sorte de dégradation de l'usage, de downcycling, disent les anglo-saxons, qui est bien connu dans le domaine du plastique, par exemple, où on sait que c'est difficile de refaire une bouteille de plastique 100% plastique pour plein de raisons, mais finalement qui marche aussi, qui existe aussi dans le domaine des métaux, alors qu'on pourrait penser comme ça que finalement on peut recycler correctement. Et ce qui est un peu embêtant, et c'est là que vient ma marotte des low-tech, justement, c'est que quand on va vers la question des high-tech, finalement, tous ces objets de plus en plus numérisés qui nous entourent, enfin on a numérisé nos vies, nos villes, eh bien en fait on est avec des objets qui ont ces deux phénomènes en fait de mélange et de dispersion. On est dans la dispersion parce qu'en fait on consomme des quantités toutes petites, donc vous avez une quarantaine de métaux dans un téléphone comme ça, et parfois à l'échelle du milligramme au moins. Donc on est presque dans du dispersif. Ça, c'est parce que c'est la portabilité, quelque part, la miniaturisation qui nous a poussé à ça. Et puis la complexité des objets fait qu'on va mélanger plein de produits différents qui vont ensuite avoir une sorte d'incompatibilité métallurgique, parfois, tout simplement, de mettre des trucs ensemble. Il faut savoir qu'on est très très fort en termes de recyclage de métaux, il n'y a pas de souci, parce que la plupart des mines sont polymétalliques, donc on sait déjà faire, en fait, quand on extrait du sol, on sait déjà extraire un certain nombre de métaux, de sous-métaux. Tous les petits métaux, d'ailleurs, dont on entend parler parfois, qui justement qu'on met dans nos téléphones, ce sont des éléments traces, en fait, des mines des grands métaux, enfin la plupart. Et donc on les extrait assez facilement. Sauf qu'au bout d'un moment, à mélanger 40 trucs différents, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, il n'y a plus forcément de pertinence économique, de pertinence même environnementale, de consommation d'énergie. Et donc on recycle pas très bien. Donc un téléphone, alors en admettant qu'il rejoigne vraiment une des usines de la poignée d'usines qui est capable de traiter ce genre de produit correctement, si on ne part pas dans les circuits un peu dits informels de recyclage un peu à gauche ou à droite au Pakistan, en Afrique de l'Ouest ou en Chine, on va peut-être réussir à récupérer 15 métaux sur les 40, encore de manière un petit peu imparfaite, et on ne pourra pas faire mieux parce que ce que contient un téléphone, c'est 2 € de matière première. Donc c'est vraiment pas grand-chose par rapport à tout le prix. Vous voyez qu'avec 2 €, ça va être difficile de mettre quelqu'un, même dans l'économie sociale et solidaire, avec un petit tournevis et une pince à épiler pour essayer de mieux trier en amont pour maximiser la réextraction quelque part des matières. Donc voilà, donc le résultat de ça, c'est qu'en fait, il y a à peu près 60 métaux dans la table de Mendeleïev. Vous savez, vous vous souvenez de vos cours de première ou de terminale, de chimie, voilà, tout à fait sympa. Donc à peu près 92 éléments stables. Le dernier, c'est l'uranium, et puis naturel, j'entends. Et puis voilà, vous avez une soixantaine de métaux. Sur ces 60 métaux, il y en a une trentaine, la moitié, qui sont recyclés à moins de 20%, donc en langage non technocratique, si c'est pas dans un rapport de l'ADEME ou un truc, ça veut dire 0, quoi, en vrai. Et pourquoi c'est 0 ? Parce que justement, on est dans des produits très très détaillés. Et on n'arrive pas, en fait, à la multitude en fait d'utilisation de tous ces métaux à plein d'endroits différents fait que c'est très difficile. Alors il y a des exceptions à ça évidemment. Le plomb, c'est quasiment que dans les batteries de voitures, les batteries de bateaux ou des choses comme ça. Donc en plus il y a des problèmes sanitaires, donc c'est très bien recyclé. Le taux de recyclage du plomb, 99%, pas de souci. Taux de recyclage de l'or, très élevé aussi parce que c'est une matière première très chère. Dans les 2 €, il y a 1 € c'est les 30 mg d'or du microprocesseur. Bon, voilà. Donc ça, c'est bien. Le cuivre, pas mal aussi. Voilà. Mais après, les autres, très vite, en tombent. Même les grands métaux en tombent assez vite. Le nickel, c'est de l'ordre de 70%. En fait, 70%, on se dit, c'est pas mal, 70%. En fait, si vous faites 70% fois 70% fois 70%, et ben en fait, vous tombez très très vite. En 3-4 cycles, vous perdez 90% de la ressource d'origine, de la planète qui avait concentré quelque part le nickel dans des productions dans la formation des montagnes, le volcanisme, etc. Donc voilà. Donc plus on fait du high tech, plus en fait on a
un risque, enfin même s'il est avéré en réalité, de s'éloigner de la capacité à reboucler les cycles, quoi. Alors, quand je t'entends, là, je me dis qu'on s'est réunis pour rien. Finalement, l'économie circulaire, ça ne marche pas. Bah attends, il faut que je passe à ma page 2. Ah oui, parce qu'on a créé jusque-là, c'était vachement bien fait, mais en fait, tout est répété, c'est horrible. En fait, c'est du spectacle. Hein, voilà, c'est ça. Tu tues le spectacle. Non, mais je vieillis, mais en fait, non, mais je sais. En fait, c'est bon, c'est juste ça me rassure, en fait. Non, oui, alors l'économie circulaire, bah non, bien sûr. Alors, je sais que vous êtes tous Master 2 en économie circulaire ici, donc c'est un petit peu difficile d'enfoncer les portes ouvertes. Mais non, bien sûr, puisque si on prend la définition plus large de l'économie circulaire, qui évidemment part de la question de la sobriété, elle a à ce moment-là toute sa pertinence. Là, on parlait de la toute fin de l'économie circulaire, qui est de dire une fois que j'ai pas réussi à faire de la sobriété, une fois que j'ai pas réussi à faire du partage, une fois que j'ai pas réussi à réutiliser, à réparer, à réemployer, alors à la fin, il faut que je recycle. Et donc, c'est cette partie du recyclage qui est tout à fait imparfaite. Et extrêmement imparfaite, et d'autant plus qu'on conçoit nos objets de manière complexe. Et donc, oui, c'est encore plus un appel à injecter moins au départ dans le cycle, puisque tout cycle, en fait, il y aura des pertes, et donc injecter moins, ça veut dire la sobriété. Voilà. Alors, je trouve que la sobriété, c'est intéressant, parce que c'est vraiment un mot qui n'était pas porté par grand monde, je trouve, il y a une dizaine d'années. Alors, il y avait l'ADEME, je pense déjà, il y avait des associations comme Negawatt, par exemple, voilà, des gens qui réfléchissaient à la décroissance, à je sais pas quoi. Aujourd'hui, la sobriété, alors on peut l'appeler comme on veut, sobriété, frugalité, elle est vraiment dans tous les rapports officiels. Alors, elle n'a peut-être pas encore complètement sointé dans l'ensemble du grand public, mais si vous prenez la stratégie nationale bas carbone, il y a clairement un levier de sobriété qui est même indispensable pour réussir la trajectoire. Hein, il y a dû construire moins, il y a dû se déplacer différemment, etc. Donc c'est une réalité. Et puis tous les rapports là, qui sont sortis, alors il y a effectivement ce très beau rapport transition avec les 4 scénarios de l'ADEME. Il y a aussi les rapports RTE, par exemple, Nos Futurs 2050, qui est aussi très intéressant. Et évidemment, tous ces rapports, même RTE, de manière un petit peu timide, mais quand même, expliquent qu'il y a cette possibilité, ce levier, cette nécessité même de la sobriété. Alors, qu'est-ce que ça peut être la sobriété pour se faire un petit peu peur ou alors non, d'ailleurs, j'en sais rien. Bon, voilà, si je prends quelques exemples, voilà, dans la mobilité, on voit qu'on est dans il peut y avoir une sobriété qui soit une démobilité, hein, c'est-à-dire on pourrait imaginer d'avoir une organisation territoriale qui demande à moins se déplacer. Pour l'instant, c'est pas le cas, et pour plein de raisons, on se retrouve à être plus éloigné de son domicile, etc. Mais voilà, exemple, le télétravail, par exemple, pourrait créer ou pas, on verra une certaine démobilité. Et puis après, il y a la question des objets qu'on a. On disait tout à l'heure, est-ce qu'on fabrique des voitures qui font 800 kg, ou est-ce qu'on fabrique des chars d'assaut qui font 2 tonnes, ou est-ce qu'on enfourche un vélo? L'idéal, c'est évidemment d'enfourcher un vélo. Je tolère le vélo électrique malgré sa batterie, son moteur, évidemment, parce que la consommation de ressources d'un vélo, elle est quand même bien moindre. Si elle remplace une voiture, il n'y a aucun problème. Mais surtout, c'est de dire, voilà, si on essaye de maintenir le même niveau de dire qu'on déplace 1,5 tonne ou 2 tonnes pour déplacer 100 ou 150 kilos de charge utile, et tout ça, toutes choses égales par ailleurs, et on va créer cet extractivisme hallucinant de ressources, cette tension du coup aussi géopolitique internationale qui ne manquera pas d'arriver derrière. Donc commençons déjà, avant d'avoir eu le temps d'adapter nos villes, nos territoires, à du vélo ou je sais pas quoi, ou de la marche ou du transport en commun généralisé qui demandera des évolutions évidemment sociétales, commençons par faire des voitures beaucoup plus petites. Commençons par faire des voitures pot de yaourt, c'est tellement plus simple. La voiture à 1,1 litre, elle existe déjà. Il n'y a besoin d'aucune techno, c'est très simple, voilà, simplement. Elle ne fait pas le même poids que la voiture d'aujourd'hui, et elle ne va pas forcément éventuellement à la même vitesse. Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut faire dans le bâtiment ? Bien sûr, on peut éco-concevoir, éco-construire, biosourcer. Bon, sauf qu'il y a un moment, ça s'est appelé le 19e siècle, où on s'est extrait des contraintes surfaciques, d'accord, hein, on a avec le charbon, plus tard avec le pétrole, on a
on était jusqu'à présent contraint par la production du territoire pour toutes nos activités, pour la construction. Et puis à un moment, voilà, la chimie, les progrès de la chimie et le charbon ont fait qu'on a pu s'extraire de ces contraintes-là. Puis l'invention du ciment Portland. Bon. Aujourd'hui, si on dit qu'on veut géosourcer, biosourcer, on va se réinscrire dans les limites territoriales. Voilà. Donc on a des ressources, c'est super, mais le petit calcul de coin de table, par exemple, sur le bois, si on voulait tout construire en bois, pas sûr que les forêts françaises, qui sont par ailleurs pas forcément, enfin ils sont plutôt en bon état, mais qui sont en train de prendre un coup dans l'aile avec le changement climatique pour plein de raisons, voilà, ça va pas y suffire. Donc la première sobriété, ça va être la sobriété du construire moins. Il va falloir construire moins pour construire mieux, pour réhabiliter. Voilà. Alors on dit, mais construire moins, mais il y a des besoins de logement, on en construit 350 000, il en faudrait 500 000, comment on va faire tout ça? Oui, d'accord. Mais juste, bon, allez, on se laisse, je vous lâche un deux chiffres comme ça, évidemment c'est très complexe, mais si on est aujourd'hui, quand on a une personne de plus sur le territoire, un habitant de plus, ça monte très légèrement chaque année, on met 2 logements en chantier. Et on dit qu'on en manque, vous voyez, parce qu'il y a des phénomènes de métropolisation, évidemment, il y a des phénomènes de vacants. Voilà. Donc, juste un ou deux chiffres, 3 millions de logements vacants. Alors, on peut dire que 2/3, c'est de la vacance frictionnelle, on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a 1 million de logements vacants qu'on pourrait réinvestir. C'est 3 ou 4 ans de construction complète. On est résidence secondaire. Je sais, on est au bord de la côte, en Normandie. Bon, on a peut-être un petit problème de Paris ici, mais bon, quand même. 3 millions et quelques, 3 millions et demi de résidences secondaires. Pareil, on ne va pas aller installer des gens à l'Alpe d'Huez, mais peut-être qu'il y a quand même certaines choses qui pourraient être remobilisées, réutilisées. Peut-être encore quelques années. Puis ensuite, il y a la sous-occupation. Si vous prenez la sous-occupation aujourd'hui des bâtiments, des gens qui habitent dans des 6 pièces ou 8 pièces, enfin, les statistiques de l'INSEE très bien faites, tout seul ou à deux, je sais pas quoi, pour plein de raisons, parce que les enfants sont partis, mais qu'on garde la même maison, parce que la mobilité résidentielle dans le parc social, elle n'est pas évidente à organiser. Donc, voilà, il y a plein, le vieillissement, la décohabitation, les familles recomposées. Enfin, il y a plein de raisons à tout ça sur l'évolution des mètres carrés, mais globalement, on va dire, si on devait se serrer un tout petit peu parce qu'il fallait accueillir, je sais pas, des réfugiés ukrainiens, la place qu'il y a sans se faire mal, sans se serrer, c'est à peu près 12 millions d'habitants dans notre bâti existant. D'accord ? Si on était à peu près ajusté au nombre de mètres carrés qu'on a, c'est un calcul qui peut se faire assez facilement. Je ne rentre pas dans les détails. Bon, voilà, donc le construire moins. Puis après, on a le chauffer moins, où là, on a aussi historiquement dévié quand même sur le niveau de confort, et on pourrait tout à fait imaginer d'économiser beaucoup en chauffant moins avant même de se lancer dans le grand programme, enfin, ou en même temps qu'on se lancerait dans un grand programme de rénovation thermique. Voilà. Et puis, bon, il y a des choses à raconter sur l'agriculture, évidemment, mais peut-être on n'a pas trop le temps, mais... Et puis, voilà, donc une fois qu'on a dit que non, voilà, on construit moins, on fait des trucs plus petits, etc., une fois qu'on dit qu'on va quand même faire des objets et qu'on va essayer de les faire durer, voilà, des machines à laver, je ne sais pas quoi, parce qu'on va continuer à laver nos vêtements, il faut concevoir des objets qui vont être beaucoup plus durables. Il faut qu'on rentre dans un âge du prendre soin, du faire durer, du réparer, du transmettre, de la fierté de transmettre aussi un patrimoine. Ça peut être vrai pour des... Voilà, ça a été vrai dans d'autres moments de l'humanité. C'est l'ouvrier, le maître artisan transmettait ses outils, je sais pas quoi, à son neveu, son fils, sa fille, que sais-je. Voilà, donc transmettre nos villes, etc., dans un meilleur état que précédemment. Voilà, rentrer quelque sorte dans un âge de la maintenance, quoi. Donc la solution, c'est donc d'arrêter quelque part d'innover en permanence et d'opter pour plus de sobriété. Ouais, alors un mot sur l'innovation, parce que effectivement c'est un mot qui est assez chargé. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait Étienne Klein qui était mentionné, là, qui a fait une étude sympathique sur la sémantique dans les discours politiques entre innovation et progrès. Parce que innovation a un peu remplacé le mot progrès. Je trouve que c'est intéressant. Alors l'innovation, donc il y a cette question de la course aux ressources et la difficulté de recyclage que je mentionnais tout à l'heure, mais il y a d'autres contraintes à l'innovation, ou en tout cas aux promesses technologiques, aux promesses de sortie par le haut grâce à l'innovation technologique. J'en mentionne au moins 2. Un que j'appelle l'effet systémique, c'est-à-dire le fait que finalement, toutes choses égales par ailleurs, on a l'impression de pouvoir régler un problème, mais on va peut-être en créer un plus grand ailleurs. Alors, je ne sais pas, la Smart City, la voiture autonome,
on peut dire ah bah oui, la Smart City c'est super, on va être tous producteurs, consommateurs d'énergie, on va échanger comme dans une sorte d'internet de l'énergie, optimiser nos consommations, je sais pas quoi. La voiture autonome, incroyable, puisque 10% du temps les voitures roulent, 90% elles sont garées, donc j'aurais besoin de moins me garer. On va tous devenir covoitureurs, partagés, etc. Bon, oui, peut-être jusqu'à un certain point. En réalité, il y a aussi un autre modèle de voiture autonome, au passage, qui est plutôt le modèle des constructeurs qui n'ont pas envie de diviser par 10 leur chiffre d'affaires, ça se saurait. Et qui sont plutôt sur un modèle de dire bah non, c'est le bureau mobile, donc finalement c'est toujours pour papa et maman, mais ils habitent plus loin, mais comme ils conduisent plus, ils peuvent commencer à bosser en télétravail à 7h du matin en allant au boulot, donc c'est pas évident que la voiture autonome elle conduise forcément à des usages plus sobres et plus partageurs, mais imaginons quand même que ça soit le cas. Bah, la question c'est quel est le réseau télécom et numérique qu'il faut pour supporter, pour faire fonctionner cette voiture autonome ou pour faire fonctionner cette Smart City. Pour donner un ordre de grandeur, alors on ne sait pas trop en fait ce qu'il faudra effectivement transporter comme données et ce qu'il faudra stocker à des fins d'assurance, à des fins de marketing, à différentes possibilités. Toutes les datas qui vont être générées par les voitures autonomes. Mais voilà, une Smart City, peut-être ça va générer quelques dizaines de gigaoctets par habitant et par jour, je ne sais pas. Bon, ça veut dire qu'en quelques semaines, si on était tous habitants d'une Smart City, il faut doubler le nombre de data centers qu'il y a aujourd'hui dans le monde, vous voyez, en termes de quantité de données. Donc il y a un truc qui ne marche pas, alors que on sait qu'aujourd'hui que le numérique, ça émet plus d'émissions de CO2 que le transport aérien. 25 fois. Version pré-Covid, quoi. Donc c'était à peu près 1 milliard. Enfin, on estime que c'est à peu près 1 milliard de tonnes pour la partie numérique, et puis de l'ordre de 700 millions de tonnes avant la crise sanitaire. C'est aujourd'hui plutôt 500 ou un peu moins. Bon. Mais bon, voilà. Enfin, c'est massif. On sait que alors le numérique c'est compliqué parce que c'est un millefeuille de plein de choses, et puis parfois la chaleur fatale de votre ordinateur elle contribue à chauffer votre bâtiment. Donc, est-ce qu'il faut la compter dans le numérique ou dans le bâtiment? On ne sait pas. Et puis d'autres fois, on est dans une voiture TGV avec 25 personnes qui regardent Netflix. Et là, au contraire, il faut climatiser pour en plus éliminer la chaleur fatale. Donc là, il faudrait peut-être compter double l'impact du numérique. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on est quand même dans cette logique de dire, enfin, attention, parce que on a plutôt eu tendance récemment à empiler les choses. Voilà, et c'est pas du tout certain que ça réduise la facture. Et ce qui laisse dire que ce sera au contraire à peu près certain que la facture va continuer à augmenter, c'est un autre effet qui est l'effet rebond. Alors ça, c'était quelque chose qui avait été montré assez bien par Stanley Jevons, cet économiste au 19e siècle, là, dans les années 1860, quand le Royaume-Uni fournissait la moitié du charbon mondial et qu'il y avait déjà des voix qui s'élevaient pour dire est-ce qu'on va tomber en panne de charbon, est-ce qu'il ne faudrait pas garder le charbon pour l'industrie anglaise du 20e siècle. Bon, voilà. Et donc les fabricants de machines à vapeur finalement faisaient des progrès technologiques, on consommait de moins en moins de charbon, tout va bien. Donc chaque machine produisait la même quantité de travail avec moins de charbon, donc on aurait pu en déduire qu'on allait consommer moins de charbon, voilà, c'est plus efficace. Et donc Jevons, il a eu cette fulgurance évidemment de dire mais non, ça marche pas comme ça, parce que si les machines elles consomment moins, et bien en fait le travail mécanique va être de moins en moins cher, on va pouvoir l'installer dans de plus en plus d'endroits, dans plus de manufactures, dans plus d'industries, donc chaque machine consommera moins, mais il y aura beaucoup plus de machines, et donc au global la facture environnementale va augmenter. Évidemment cet effet rebond, on le constate partout, c'est toute la trajectoire technologique de l'humanité. Ça marche dans les voitures. On disait tout à l'heure, des voitures, on a des grosses voitures aujourd'hui. Les moteurs n'ont jamais été aussi efficaces, mais les voitures sont plus lourdes, sont plus performantes. Ça marche dans la rénovation thermique. Quand vous isolez des passoires thermiques, vous n'avez pas forcément les gains qu'espéraient les thermiciens. C'est un peu moins. D'abord, les gens vont d'abord avoir un peu moins froid. Et puis dans le numérique, ça prend les proportions qu'on connaît. Puisque évidemment, déplacer un octet sur la 5G, c'est beaucoup plus efficace que sur la 4G et la 3G, indéniablement, sauf qu'il va y avoir beaucoup plus d'octets qui vont être dépensés pour nous envoyer des vidéos en 8K, alors qu'on a déjà dépassé les capacités de l'œil humain en termes de nombre de couleurs, de nombre de pixels et de nombre d'images par seconde, mais c'est pas grave, c'est quand même sympa la 8K. Voilà. Et donc ça va permettre un peu d'effet rebond. Donc voilà, du coup, ressources, effet système, effet rebond fait qu'on est un peu rattrapé par la patrouille, et que, de mon point de vue, effectivement, il faut faire très attention quand on manie des promesses sur l'innovation technologique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'innovation technologique, ou que c'est mal et qu'il y aurait des bonnes technos, des mauvaises technos, genre la charrette à bras et je ne sais pas quoi, et puis
Non, je pense qu'il faut faire preuve de ce que j'appelle le techno-discernement ou de discernement technologique. En disant, moi, je suis assez content qu'il y ait le robot assistant chirurgien, la radio numérique chez le dentiste, je sais pas quoi. Par contre, le distributeur de croquettes pour chat connecté avec reconnaissance faciale pour nourrir que son chat, parce que sinon les autres chats du quartier viennent aussi dans le même distributeur de croquettes, celui-là, il a peut-être une utilité sociétale qui est moins grande, donc ça pose cette question d'utilité. Ça, c'est le premier sujet, techno-discernement. Et puis le deuxième sujet, c'est de dire, attention, il n'y a pas que de l'innovation technique, technologique, en fait. Et en fait, l'énorme gisement, c'est d'autres types d'innovation. De l'innovation culturelle, sociale, sociétale, de l'innovation organisationnelle pour les entreprises, pour les écosystèmes d'entreprises travailler ensemble entre fournisseurs, clients, etc. J'aime bien prendre l'exemple de la consigne, typiquement. Qu'est-ce que c'est la consigne ? C'est assez peu techno, quoi. Laver une bouteille ou je sais pas, un truc, on sait le faire depuis assez longtemps, quoi. Par contre, réussir à réinstaller des circuits courts de consigne avec le microbrasseur, le gars qui fait les jus de fruits, le lait, le je sais pas quoi, et les distributeurs, les logisticiens, les clients qui ramènent, etc. C'est tout un écosystème à réinstaller. C'est de l'innovation organisationnelle ou économique, éventuellement, plus que technologique. Et puis des innovations aussi, sans doute, même politiques. Je pense par exemple à la Convention citoyenne sur le climat, justement sur des questions de peut-être certains trucs un peu pénibles d'un point de vue réglementaire ou social ou autre, on pourrait aller chercher des choses là-dedans. Alors c'est assez marrant parce que c'est un clin d'œil à Francis Bacon, vous savez, la Nouvelle Atlantide au début du XVIIe siècle. C'est le premier en fait à avoir théorisé le bonheur du genre humain par la technologie appliquée. Alors, il n'employait pas tout à fait ces mots-là, mais c'était pas loin. D'ailleurs, c'est sur le modèle qu'il préconisait dans la Nouvelle-Atlantide que sera créée l'Académie royale des sciences anglaise, et puis ensuite française sur le modèle de Londres. Et c'est effectivement terriblement efficace, il n'y a pas de problème. Ça, on a repoussé quelque part l'âge de la mort, on a fait des progrès dans tous les domaines du confort, de la médecine, etc. Et Francis Bacon disait, faire des progrès des sciences et techniques, c'est super. Par contre, pas d'innovation sur la question politique. C'est compliqué parce que ça crée des trucs, des troubles et tout, c'est pas bien. Bon voilà, c'était un peu son trip. Et je trouve qu'on est un peu encore comme ça. Alors, c'est dans un monde qui est tout à fait où on nous dit on est disruptif, c'est super, on a peur de rien, on entreprend, c'est génial, on prend des risques. Ouais, sur le domaine un peu start-up, machin, techno, oui. Mais alors prendre des risques sur des questions économiques ou prendre des risques sur des questions politiques, là, il n'y a plus personne. Et c'est non, surtout, on va faire comme avant, parce qu'on ne va pas changer la recette, c'est trop dangereux. Donc je trouve que c'est intéressant d'imaginer justement un autre type d'innovation qui soit nourri de réel courage. Le courage, c'est quoi ? C'est pas faire comme les autres. Là, pour l'instant, on fait l'innovation comme les autres. Et même des fois un peu le couteau dans le dos, c'est la blockchain, big data. Ah merde, ils font du big data. Vous voyez, si je vous amène la région Bretagne et je vous explique qu'ils ont un super programme sur la blockchain, ça va flipper en région Normandie, quoi. Et très vite, vous allez vouloir faire aussi de la blockchain. Ce que je veux dire. Donc non, c'est innover différemment avec des modèles plus expérimentaux peut-être au départ. Alors quand je t'écoute, je ne sais pas trop où mettre le curseur. Est-ce que tu es pessimiste ou optimiste ? Moi non plus, je ne vais pas trop mettre le curseur, mais je vais commencer par dire plutôt optimiste, parce que sinon je ne serais pas venu aujourd'hui. Voilà, c'est quand même assez engageant et tout, donc je me dis qu'on a des choses à faire ensemble, et c'est plutôt pour vous donner la pêche, plutôt que vous dire que tout est perdu, que je fais le déplacement. Alors moi je suis assez optimiste parce qu'il y a une notion que j'aime bien, qui est la notion de shifting baseline. Alors, en français c'est décalage des points de référence. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, c'était quelque chose qui a été inventé, on pourrait dire, ou théorisé par un chercheur franco-canadien qui s'appelle Daniel Pauly, qui travaille sur les stocks de poissons. Et il avait pondu un papier scientifique il y a quelques décennies sur ça, en une nuit d'ailleurs, je crois, qui s'appelait The Shifting Baseline Syndrome. Donc, ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, on vide les mers. En fait, alors, dans le domaine des pêcheries, en fait, on demande aux scientifiques de fixer, de dire aux acteurs politiques quelque part quel est le niveau maximum de prise admissible. D'accord ? Donc, les scientifiques doivent s'exprimer là-dessus. Alors ensuite, on suit ou pas ça sous forme de quotas, plus ou moins bien, mais c'est ça l'idée. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vidait les mers de leurs poissons, les poissons devenaient de plus en plus petits, etc., ou qu'il y avait et bien que les scientifiques, en fait, prenaient comme référence le moment où ils étaient rentrés dans la carrière. Pas des moments, évidemment, précédents. Et donc, au fur et à mesure que les gens partaient à la retraite et que des nouveaux arrivaient, eh bien, en fait, on s'adaptait quelque part à des mers de plus en plus vides et à des références différentes. Donc,
D'où cette logique de décalage des points de référence. Et alors, c'est intéressant parce que ce truc-là, en fait, il marche vraiment sur tout. C'est-à-dire que, alors, dans le domaine environnemental, c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome de l'amnésie environnementale. Hein. C'est de dire finalement, il y a moins de papillons maintenant, mais finalement, mon fils, ma fille s'en foutent parce que voilà, ils n'ont pas connu un monde avec bien plus de papillons. Et si je leur racontais le monde de mon père ou de mon grand-père quand il y avait bien plus de papillons et qu'on arrachait les pattes des grenouilles, ils vont me dire, mais t'es un vieux con. Enfin, tu vois, on a autre chose à faire. Donc, rendez-vous sur TikTok et c'est bon, quoi. Donc, du coup, on n'arrive pas en fait à passer quelque part à transmettre une expérience. On peut le faire un petit peu de manière très limitée, très laconique à travers, je sais pas, de la littérature, j'en sais rien, des films ou autre, mais c'est quand même très difficile en fait quand on n'est plus enchâssé dans le quotidien, on oublie très très vite en fait comment c'était. Et je trouve que ce truc-là est très puissant parce qu'en fait on voit finalement en 20-30 ans quand même les choses qui bougent et dans tous les domaines. Et donc dans la notion de confort, on disait tout à l'heure par exemple, voilà, alors ça c'est plutôt décalé vers plus de confort, vers le fait des consommateurs plus exigeants, etc. Mais finalement dans un autre sens, on pourrait aussi dire, voilà, l'exemple du confinement où à un moment on a redécouvert des choses, ce qui était essentiel, pas essentiel, et puis peut-être les gens ils trépignent moins maintenant. Maintenant qu'on attend pendant 6 mois ou 1 an son vélo, bon, on se dit tiens, le train qui a 10 minutes de retard, bon c'est pas très grave, peut-être qu'il y a une sorte de bienveillance qui est peut-être venue là-dessus. Donc voilà, donc shifting baseline, je trouve que c'est intéressant parce que on va s'habituer, de toute façon, c'est l'être humain, il est comme ça, donc quoi qu'il arrive, ça va, voilà. Il va y avoir de fantastiques histoires d'amour en 2040, quoi qu'il arrive. Donc tant mieux pour ceux qui y seront. Et ça permet surtout de dire finalement, mais ce niveau de confort, ce niveau d'exigence, ces modes de vie qu'on a, ben finalement voilà, ce sont des référentiels qui vont bouger, qui peuvent bouger, et il n'y a pas forcément de souci à ça. Donc on pourrait très bien imaginer, je sais pas quoi, de chauffer moins nos maisons en 2050, et c'est pas très grave. Pendant toute l'histoire de l'humanité, on n'a pas forcément chauffé à 23 degrés partout dans toutes les pièces, et ils seront très heureux et ils pourront même écrire des bouquins très 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 intéressants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je trouve que ce truc-là est intéressant, et je trouve intéressant aussi que l'histoire montre que parfois ça accélère un peu vite. Donc c'est l'exemple du télétravail. C'est l'exemple de la pratique du vélo, peut-être en 2020 avec la crise sanitaire. Et puis peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune de François Hollande sur on n'a qu'à se chauffer un peu moins pour se passer du gaz russe. Ça ouvre quand même des perspectives assez étonnantes, quoi, parce que alors il y a déjà eu des précédents en fait. Faut savoir que dans les années 70, par exemple, après le premier choc pétrolier, il y avait de la publicité à la télévision avec votre pull au vert, le meilleur outil anti-gaspi. Ça a été le cas aussi au Japon après Fukushima, où ils ont évidemment dû fermer 35% ou 40% de leur production électrique du jour au lendemain pour des questions de sécurité d'abord, mais en fait, le monde s'est pas écroulé, le Japon s'est pas écroulé. Ils ont juste arrêté tous les escalators, toutes les clims, et envoyé se balader le Premier ministre avec un pull. Et en été, il y a des programmes pour faire tomber la cravate et je sais pas quoi. Enfin, on était encore en 2011, donc maintenant il n'y a plus de cravate, ça n'existe plus. Shifting baseline, encore une fois. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut tout à fait imaginer que je sais pas quoi. Ce qu'on fait ou ce qu'on pourrait faire, pour l'Ukraine, pourquoi on pourrait pas le faire pour le climat, par exemple. Donc de se dire, oui, on chauffe un peu moins, et puis c'est pas grave, on enfile des pulls, et puis finalement, on a un Emmanuel Macron réélu, je sais pas, je suis dans une espèce de politique fiction incroyable, qui, à l'automne prochain, ferait ses discours avec un pull à col roulé, en disant, ouais, c'est super, enfilez vos anoraks, on est tous ensemble, yeah, yeah. Ouais, donc ça peut accélérer de temps en temps. Donc ça me rend optimiste parce que je pense qu'en fait, il y a des choses où on se dit ben non, c'est pas possible, ça marchera jamais. Mais en fait, mais si, ça marche, mais grave. Et en fait, c'est pas forcément si difficile que ça parce que l'être humain à nouveau n'est pas un innovateur. L'être humain n'est pas un innovateur. On est d'accord avec ça ou pas ? D'accord ? Quand vous visitez le musée de la préhistoire, vous dites ah la vache, ouais, les silex, quand même, ils sont de plus en plus fins. Mais ça s'est passé sur 2 millions d'années, quoi. Donc en fait, pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, où en fait on n'était pas très nombreux, on avait un fragile capital culturel à se transmettre. Ce qu'il fallait, c'était faire comme papa ou grand-papa s'il n'était pas mort. Et il fallait transmettre. D'accord ? Donc si on commençait à taper sur un caillou pas comme papa, on se faisait fracasser le crâne. D'accord ? Donc d'un point de vue darwinien, en fait, nous sommes des imitateurs. Des coopérateurs et des imitateurs. L'innovation, on a horreur de ça. Alors, 1 fois sur 1000, il y en a qui sont innovants. Effectivement. Alors celui-là, s'il fait un truc différent, ou celle-là, pardon, il fait un truc, alors là, il va être imité,
très très vite et on va adopter évidemment des nouveaux comportements. Voilà. Donc moi je pense qu'on peut jouer sur ces ressorts de la rivalité mimétique avec des exemples, des trucs qui donnent envie, rendent jaloux des autres, mais avec des trucs écolos. Voilà. Donc ça c'est la partie optimiste. Alors ce qui me fait peur, plutôt que de dire pessimiste, plutôt ce qui me fait peur. D'abord, alors là c'est un petit coup un peu méchant, c'est les coups partis. Il y a des coups partis, quoi. Donc le changement climatique, c'est un coup parti, d'accord. Donc bon, faut pas se projeter trop loin parce qu'on se fait un peu peur, vous voyez, quand on voit qu'apparemment pour le Groenland, c'est plié quoi qu'il arrive, hein. Donc c'est 7 mètres d'eau de plus quoi qu'il arrive. On ne sait pas quand exactement, entre 2100 quelque chose ou 2300 quelque chose et l'an 3000 et quelques, ça va fondre. Voilà. Donc c'est, alors je sais pas, le trait de côte en Normandie, je sais pas ce que ça donne, mais alors ça sera très loin. Non, mais on sera très loin. Enfin, on serait mort. C'est pas grave. Mais vous voyez et l'être humain va s'adapter. Mais quand même, voilà, il y a des coups partis. C'est pas grave, on sera mort. Oui, non, mais d'une certaine manière, oui, si vous voulez. Non, mais voilà. Donc, faut pas aller trop loin parce que la portée morale, elle est quand même assez hallucinante de se dire que chaque tonne compte, quoi. Voilà. Donc, mais il y a d'autres coups partis. Voilà, le fait nos villes aujourd'hui, c'est un coup parti, c'est un truc installé. La ville de 2050, elle est déjà là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et du coup, ça ouvre les questions de l'ampleur des plans à mener. C'est juste hallucinant. Alors, la rénovation thermique des bâtiments, donc la stratégie nationale bas carbone, et puis à peu près tous les autres disent qu'il faut monter à 800 000 à 1 million de logements par an d'ici quelque part entre 2025 et 2030 selon le niveau d'ambition, plus 3% du parc tertiaire, c'est-à-dire que c'est juste gigantesque. Tout ça, mais comment on va faire ça ? Enfin, c'est x20 ou x25 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. C'est juste hallucinant. Avec qui on va faire ça ? Et en même temps, il va falloir faire peut-être des centrales nucléaires ou pas, il va falloir faire toutes les ENR, il va falloir faire les électrolyseurs, il va falloir faire les steppes pour stocker, il va falloir modifier tout le système agricole, il va falloir modifier tout le système industriel. Waouh ! Comment on va faire ces espèces de gigantesques plans ? Et évidemment, c'est là que... je pense que le zéro artificialisation net, tiens, voilà, je regardais mes notes, j'ai oublié celui-là, il est pas mal non plus. Comment on va faire tout ça ? Voilà, et évidemment, à chaque fois qu'on va injecter de la sobriété, ça va baisser un peu le niveau d'exigence du truc, quoi. Parce qu'effectivement, si j'ai pas le temps de tout rénover à cette vitesse-là pour X raisons, pas parce que je manquerais de chanvre, de paille, de je sais pas quoi, mais parce que je manquerais de bras, de compétences, que sais-je, que je ferai des trucs, mais ils seront pas tous parfaits parce que c'est pas bien fait, je sais pas quoi, l'isolation des combles à 1 € et vas-y que je te pousse. Du coup, au pire, on baissera la température et puis on enfilera un anorak. Moi, franchement, je préfère enfiler un anorak chez moi un peu les jours où il fait froid. Je sais que c'est désagréable et tout, et on n'est pas tous d'accord à la maison, hein. Mais moi, je préfère enfiler un anorak chez moi qu'enfiler un anorak pour aller faire de la maintenance d'un mât d'éolienne offshore à 40 bornes d'ici, quoi. Franchement, vous voyez ce que je... Enfin, il y a cette question-là. Donc voilà, ça fait peur, mais en même temps, dans ce côté, dans ce gigantisme de ce qui nous attend, je trouve qu'il y a des marges de manœuvre phénoménales parce que le gâchis est partout et c'est là qu'on peut aussi trouver de l'enthousiasme dans l'action. Donc voilà. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que normalement, dans notre scénario, il y avait une question encore, mais... Ah merde, c'est vrai. mais nous arrivons à un moment un peu charnière. Si je pose cette question, on va déborder carrément, donc je ne la poserai pas. Ce que je vais faire, c'est vous donner la parole, parce qu'en fait, moi, je t'écouterai jusqu'à l'infini, hein. C'est juste passionnant. Je ne sais pas comment vous avez trouvé, vous. Comment vous avez vécu ce moment-là jusqu'à présent ? D'accord. Voilà, c'est vraiment passionnant et alors moi j'ai des millions de questions à te poser, mais bon voilà, ça ne sera pas aujourd'hui. Je vais prendre 2 questions, une de chaque côté. Ah voilà. Votre prénom et puis vous posez votre question. Merci, effectivement, je confirme, c'était passionnant. Merci pour vos propos, on a appris beaucoup de choses, même si ce discours, on l'entend de plus en plus un petit peu partout et on en est plus ou moins conscient. J'ai aimé vos solutions proposées. Alors, moi, je suis Étienne Fromentin, je suis secrétaire général de l'Union des industries extractives, carrière et matériaux. Je voulais juste vous poser la question et avoir votre avis sur ce que vous pensez sur la relocalisation. Parce qu'on fait beaucoup de globalisation sur l'impact de l'extraction minérale, notamment. En France, on a quand même beaucoup de ressources. Vous le disiez, les géologues nous le disent, hein, la ressource, c'est pas qu'elle est
inexistante, elle existe. Aujourd'hui, la difficulté, c'est l'accès à cette ressource. Et qu'est-ce que vous pensez de la relocalisation sur l'accès à ces ressources qui permettrait justement de moins les faire transporter sur des longues distances, etc. Et puis avec des pratiques en France et en Europe qui sont quand même beaucoup plus vertueuses qu'ailleurs. Donc aujourd'hui, le code minier est en réforme pour favoriser l'acceptabilité de ces mines. Donc voilà, comment vous voyez un petit peu l'acceptabilité sociale de cette relocalisation qui serait une solution complémentaire par rapport à ce que vous proposez ? Ou en plus de ce que vous proposez, pardon. Ouais, d'accord, merci. Alors du coup, dans la notion d'extraction, je pense qu'il faut distinguer différentes choses. Il y a la question des carrières, hein, typiquement. Bon, ben voilà, si on veut en plus un peu plus géosourcé, si on se dit qu'il y aura encore du ciment, parce qu'il y a des trucs qui seront en infrastructure, à minima, qu'il y aura des choses, voilà, en sous-sol. Bon, voilà. Donc, si on garde un peu de ça, il faudra bien continuer à extraire un petit peu. Là, je reconnais plutôt la partie métaux et je reconnais un petit peu de Guillaume Pitron que je croise de temps en temps tout à fait sympathiquement sur le fait de dire bah oui, on est là finalement, on est un petit peu hypocrite parce que finalement on utilise beaucoup de matières premières qui sont extraites un peu partout dans le monde et puis finalement l'impact environnemental il est bien loin de chez nous, on s'en fout, on jette nos trucs. Donc si on relocalise et qu'on met des mines chez nous, d'abord elles auront des normes environnementales bien supérieures. Parfait, au rendez-vous en Suède, etc., les quelques exemples qu'il peut y avoir. Et puis, peut-être on prendra conscience un peu de l'impact environnemental du truc. Moi, je ne crois pas à ces scénarios-là, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on ne prend pas l'impact environnemental d'une mine qu'on rouvre en France. Enfin, oui, celui qui y habite, mais pas celui qui est à 40 km. Et les mines, la plupart des mines métalliques, que ce soit Salsigne, dans l'Aude, avec l'or ou d'autres, les mines d'uranium, etc., elles n'ont pas fermé il y a si longtemps que ça. Quelques mines de tungstène, c'était il y a 30, 40, 50 ans maximum, 30 même pas pour certaines. Et donc, ça n'a jamais empêché personne. Voilà. Et aujourd'hui, on a... Donc, je ne dis pas qu'il faut extraire loin et pas le faire ici. Moi, mon idée, c'est de dire à chaque fois que j'ouvre une mine dans le monde, n'importe où, eh bien, je mets de l'offre. Je rajoute de l'offre sur le marché. Et donc, je m'éloigne du prix qui monte, je m'éloigne de la possibilité de recycler, parce que ça devient des précieuses ressources. Donc, moi, j'ai envie de dire, je contrains à chaque fois que je peux. Donc, j'ouvre rien. Parce que plus je contraindrai, et plus ça va obliger à recycler. Et mes 2 € de matière première, ça va peut-être devenir 10. Ça sera incroyable. Hein. Le truc, il sera à 8 € plus cher, quoi. Quelle galère. Mais sauf que, voilà, c'est 5 fois plus d'argent que j'ai pu injecter peut-être dans le recyclage. Donc moi, je suis plutôt contre, voilà. Mais je suis contre plein de trucs, c'est assez affreux. Je suis contre l'éolien offshore, par exemple. Alors, c'est une espèce de truc un peu bizarre, dire mais j'aime pas trop le nucléaire, mais je suis contre l'éolien offshore. Voilà, j'aime pas l'éolien offshore parce que je pense qu'on sait pas ce qu'on fait sous l'eau. Donc je pense qu'on maîtrise moins l'impact environnemental que sur l'éolien terrestre. Voilà. Bon, mais il y a rien de parfait. Voilà. Donc c'est pas une règle ou un théorème, c'est un sentiment plutôt qu'il faut aller vers la recyclabilité. Et puis je vous mens un peu parce que je prends le téléphone qui a que 2 € de matière première, mais évidemment si je prenais une voiture, si je prenais une maison, là, évidemment l'impact de l'augmentation du prix des ressources serait quand même plus important. Merci beaucoup pour votre question, très intéressante aussi. De ce côté-ci, une question. Ah, monsieur là devant. Oui, bonjour Stéphane Jagu. J'ai bien aimé vos explications sur les nécessités d'innovation, y compris sur le plan social, ce qui est assez, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un pas de côté, en quelque sorte. Et je voudrais partager une réflexion qui doit évidemment aboutir à une interrogation. C'est le fait que finalement cette croissance, comme vous l'avez souligné, cette croissance économique, elle n'a jamais atteint des niveaux de 3 à 4% tout le long de l'histoire à travers le modèle exponentiel que vous avez décrit. D'ailleurs, c'est très bien démontré par Thomas Piketty en faisant des rétrospectives depuis l'Antiquité. Donc l'humanité a vécu avec des modèles de croissance inférieurs à 1% pendant très très longtemps. Et pour en revenir à cette question de projection dans un modèle social, on peut se poser la question si finalement aujourd'hui le modèle économique que l'on a, qui exige et qui s'appuie sur une paix sociale aussi bâtie sur des taux de croissance exigés de 3-4%, voire des rendements financiers bien supérieurs, si ceci est vraiment durable, et quel est le prix qui est à payer, puisque dès lors qu'on a des progrès technologiques qui amènent des gains de productivité supérieurs à la croissance, évidemment on déstabilise la société. Et donc ça pose un vrai souci à terme, et ça devrait nous susciter, je pense, une interrogation.
Oui, merci. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a besoin de croissance parce que la nature de la croissance, on pourrait dire, détruit de l'emploi. C'est tout, justement cette trajectoire technologique. Alors au début, on fait ça plutôt pour augmenter la puissance physique des matières qu'on transforme. Après, ça devient plutôt pour réduire la pénibilité du travail. Puis c'est l'automatisation. Puis aujourd'hui, c'est plutôt même l'électronicisation et plutôt même les logiciels qui remplacent du travail humain. Donc on est dans une nature on fait ce qu'on appelle la productivité. On s'en réjouit d'ailleurs. On en partage les fruits, comme on disait dans les 30 Glorieuses. La productivité, c'est quoi? C'est produire la même chose ou plus avec moins de travail humain. Donc c'est la destruction créatrice schumpeterienne. Donc effectivement, si vous voulez recréer autant d'emplois, plus ou moins, que vous en détruisez, eh bien, il faut avoir d'autres choses. On va empiler des services ou d'autres natures de consommation. Voilà, et on voit bien que ça fonctionne effectivement comme ça. Ou alors, il faut complexifier un peu le système avec des gens qui servent à rien, mais qui s'en rendent pas compte. Vous voyez ce que je veux dire, dans les entreprises où d'ailleurs je cite personne, quand je suis à l'entreprise, ça va gueuler chez moi, donc je dis rien, mais vous voyez, il y a peut-être des postes où on se rendait moins compte pendant le confinement que je sais pas, qu'ils n'étaient pas là, quoi. Je ne sais pas, mais je parle pas pour AREP. Donc il y a un peu tous ces phénomènes là, et donc oui, en fait, le problème c'est que le système fonctionne comme ça. Les entreprises, elles ont besoin, souvent, surtout si elles sont endettées, surtout si elles sont cotées, elles ont besoin de montrer de la croissance, de faire de la croissance. L'État a besoin d'avoir des recettes, donc il a besoin de faire de la croissance aussi du PIB. Les retraites, la sécurité sociale, tout est basé sur ça. Donc effectivement, le problème, c'est qu'en fait, à un moment, ça ne marche plus. Donc ça, on peut faire de la fausse croissance. Il y en a déjà un bout, Enfin, quand je dis la fausse croissance, c'est si je dis, par exemple, je prends la valeur ajoutée de l'ensemble des transactions immobilières, du travail des agences immobilières, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, et si je dis que les biens ont fait plus 50% et que j'ai échangé autant de biens, et en fait je fais 50% de croissance, mais en fait j'ai rien fait, d'accord ? Il te reste 30 secondes pour cette réponse. Voilà, et j'ai un autre exemple, c'est, ça y est, je suis perturbé, j'ai un autre exemple, c'est, non je l'ai plus du coup, voilà. Mais si, c'est ce qu'on appelle la valeur hédoniste, vous connaissez ça, c'est le fait de dire, vous payez toujours pareil votre abonnement télécom, mais il y a plus de puissance, de plus en plus de mégaoctets. Et donc ça, en fait, on compte là-dedans de la croissance, en fait, même s'il n'y a pas de croissance réelle. Donc il y a plein de trucs bidouillés dans la croissance, de toute façon. Et donc la croissance réelle aujourd'hui par personne, je ne suis pas sûr que ça soit si jojo que ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces explosions d'inégalités, etc., qu'on peut voir venir. Donc oui, entre maintenant et l'an 3000, il va se passer quelque chose, forcément. Parce qu'en l'an 3000, le PIB de la France serait 400 millions de fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir quand même le truc. Je ne sais pas si c'est encore l'euro, machin, combien on est. Non, c'est pas possible. Donc, entre les deux, il va se passer un truc. Donc, il faut qu'on invente d'urgence un monde post-croissance, qu'on l'expérimente aussi sur les modes de financement, etc. C'est totalement possible, parce qu'en fait, c'est juste une histoire de combien de gens bossent dans l'agriculture. Il ne s'agit pas d'envoyer des étudiants au champ, mais il y a plein de choses. Voilà, on pourrait avoir 1 million de gens qui font des pièces de théâtre et des concerts classiques, j'en sais rien, et dont c'est le métier. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, si les gens qui aujourd'hui n'ont pas de boulot devenaient violonistes, en théorie, ça serait possible, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc il faut qu'on invente ça, parce que ça va devenir nécessaire, je pense. Parce que, c'est pas durable à terme. C'est les mathématiques qui disent ça, quoi. Merci pour votre question. Ouais, je suis désolé, je suis gardien du temps aussi, que veux-tu ? Oui, j'ai une excuse à vous faire, c'est qu'en plus je ne vais pas être là à la pause parce que je dois filer et retourner sur Paris malheureusement, donc vous ne pourrez pas m'attraper à la pause. Quoi. D'accord. Voilà. Madame. Écoutez, je vous remercie de donner la parole à une femme. Puis ce matin, 2 jours après la journée du droit des femmes. Voilà, donc ma question va être un peu moins technique et un peu moins scientifique que les précédents intervenants. Donc je suis Marie Attino, je suis vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie et j'ai pas un master en économie circulaire, mais j'ai un master en éco-conception. Donc c'est des sujets que je connais bien. Et j'avais déjà lu votre ouvrage sur les métaux en 2010, qui m'avait déjà à la fois passionnée, mais qui m'avait couvert d'effroi. Ma question, elle est purement philosophique. On parle depuis tout à l'heure de l'importance de l'éco-conception, puisqu'effectivement, on a l'éco-conception, pardonnez-moi, de la sobriété, qui était un volet qui est absolument totalement oublié dans les politiques publiques nationales et locales, qu'on essaye de plus en plus de positionner. Et on essaye à la fois de l'élu local jusqu'au citoyen lambda d'amener ce sujet. Et en même temps, on constate à quel point il suscite de la peur, de l'inquiétude.
Alors pour en avoir beaucoup discuté avec les concitoyens sur le territoire dans lequel je participe à la vie publique locale, on sent bien que derrière ce mot sobriété, dès qu'on le dit, il est associé évidemment au mot décroissance et ça suscite une peur. Et la peur, il n'y a rien de pire quand on veut engager des changements de comportement parce que les gens se crispent à l'intérieur et donc ils ont peur, je ne sais pas de quoi, mais peut-être d'avoir peur, d'avoir froid, d'avoir faim, que ça soit difficile, que la vie soit moins drôle, moins sympa, peut-être qu'on va leur demander de travailler plus, effectivement, peut-être de passer d'un travail de bureau à un travail dans les champs. Et en même temps, on sent bien que derrière, c'est à la fois complètement nécessaire, mais qu'aujourd'hui, les gens sont glacés et ne sont pas en capacité de se projeter. Et du coup, de plus en plus, je me demande si, au-delà des simples questions de politique publique, il n'y a pas simplement une question de projection et de modification complète du système éducatif de ce pays, mais même au-delà, puisqu'aujourd'hui, tous les miroirs qu'on renvoie à ces gens, c'est consommer, n'exister qu'à travers la consommation, sur tous les supports qui les entourent, du matin quand ils se lèvent à la radio jusqu'au soir quand ils se couchent à la télé, il n'y a que ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas une question purement éducative pour engager les gens vers la sobriété? Merci. Vas-y. Donc il y a comme toujours, hein, c'est normal, une partie de la réponse dans la question, donc tout va bien. Non mais bien sûr, mais alors ça fait peur, oui, ça fait peur parce qu'on a peur de perdre son job. On en revient à la croissance, c'est l'emploi. La croissance, c'est l'emploi. Quand on vous martèle ça pendant 70 ans, c'est sûr qu'on finit par l'intégrer. Donc, et le système économique aujourd'hui fonctionne comme ça. Simplement, ce système économique, on peut le faire bouger. Il y a quand même des paramètres qui s'appellent la fiscalité, qui s'appellent le pouvoir prescriptif de tous les territoires, de toutes les collectivités. C'est quoi ce que j'achète? C'est quoi le contenu? Comment je tire des filières locales ou pas, avec les contraintes de marché public qu'on connaît, mais bon, il y a des choses, il y a des marges de manœuvre, etc. Il y a le pouvoir d'exemplarité. Alors, moi, j'aime bien, j'ai commis un livre sur l'école aussi avec une ex-prof, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on numérise l'école alors qu'on n'a pas démontré qu'on apprenait mieux à lire, écrire, compter avec une tablette, un ordinateur, plutôt qu'un livre? Et malheureusement, on fait que des EdTech et des machins, et c'est génial parce qu'on a des licornes dans l'éducation numérique. Enfin, c'est juste barge, quand en plus on voit les études scientifiques qui s'empilent sur le fait que ça crée par ailleurs d'autres troubles cognitifs chez les enfants. Donc oui, bien sûr, quand je parlais tout à l'heure d'innovation culturelle, sociale, sociétale, oui, ça inclut la question de l'injonction à consommer, de la publicité, de la place de la publicité, des médias. Enfin, on peut aller tout chercher, bien sûr. Il faut de toute façon tout bouger en même temps, et c'est ça qui est un peu compliqué dans ce Tetris de la transition. C'est qu'en fait, on a toutes les briques, grosso modo. Mais réussir à mettre en place les briques qui soient à la fois des briques effectivement sociales, citoyennes, pour pousser ensuite ou porter des envies et des projets politiques, et en même temps que ça fonctionne avec les entreprises et que ça fonctionne dans un système international, etc. C'est effectivement une complexité folle. Simplement, sur la peur, moi je crois que de toute façon, les gens ont peur. Et les gens vont avoir de plus en plus peur. D'abord parce qu'on leur fait peur. Il y a une partie de peur qui est quand même manipulée. Qui est fabriquée. On peut dire ce qu'on veut, mais je veux dire, voilà, il y a un mois, on nous faisait encore les chiffres de machin, de Omicron et de trucs tous les jours. Et puis là, aujourd'hui, Omicron. Voilà. Bon, donc il y a quand même un moment l'agenda médiatique et qui choisit. On est dans une économie poussée, d'accord. Le consommateur n'est pas roi. Le consommateur est un nain. Dans tous les domaines. On lui pousse des trucs et il peut choisir dans le rayon, j'ai ça. C'est tout. Donc en fait, ça c'est John Kenneth Galbraith, 1961, le nouvel état industriel, ça n'a pas perdu du tout en clarté. Donc voilà, du coup, ça va poser ça. Donc on a peur. Les gens, ils ont une peur qui n'est pas forcément une peur d'avoir faim, mais c'est, je pense, une peur du déclassement et une peur pour leurs enfants. Hein. On a toujours eu, toujours, depuis 1945, c'était les enfants, ils allaient faire des études, ils allaient vivre mieux, ils allaient. Et aujourd'hui, c'est quand vous regardez les études, c'est les enfants, on a peur qu'ils aient plus de mal à se loger, qu'ils aient un travail précaire, etc. Donc de toute façon, cette peur du déclassement, elle est là, et il faut la traiter. Et moi, donc, je pense que de toute manière, le scénario du business as usual, il est extrêmement. Enfin, il n'y a pas non plus de récit très sympa. Jeff Bezos est parti dans l'espace cet été, Elon Musk va aller sur Mars, mais enfin voilà, c'est quand même un peu loin, quoi, quand on est à Rouen ou à Caen, quoi. Voilà. Donc, et même à Paris, il n'y a pas de problème. Donc il faut trouver un autre récit, effectivement, un récit d'une transition juste, sincère, durable, et qui amène vraiment du bien, du bonheur tout de suite, en fait, parce qu'on ne va pas dire aux gens, vous vous serrez la ceinture pendant les 30 prochaines années. Vous verrez, je pense, en 2100, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants nous remercieront. Hein. Ouais, ça nous fera une belle jambe. Il n'y a pas de solidarité intragénérationnelle, déjà, aujourd'hui. Donc,
la solidarité intergénérationnelle, elle est encore plus dure à mobiliser. Donc il faut qu'on aille vers un monde de post-croissance et tout ce qu'on met en œuvre, en fait, va dans le bon sens. Les gens trouvent des jobs qui sont plus sympas, etc., et des modes de vie. On chasse la voiture de tel ou tel endroit, et bien c'est une rue qui est rendue aux enfants, par exemple, où il y a moins de bruit, etc. Donc il y a plein de choses à faire de mon point de vue qui sont positifs. Merci beaucoup. Merci Philippe. On peut vraiment l'applaudir. C'était vraiment chouette. Chouette de t'entendre, chouette ce duo aussi, c'était sympa à faire.